Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir. Pour commencer, bonne année. Et oui, messieurs, parce qu'on est déjà en 2020. Hein. Et qui dit nouvelle année dit nouveauté. Et oui, même l'équipe des geeks du samedi soir que normalement vous retrouvez sur Radio Tonique a décidé de créer un petit format qu'on va appeler le débrief des geeks. Et aujourd'hui, nous allons parler de Star Wars, le dernier film qui est sorti le 18 décembre dernier. A fait polémique, et oui. Et en parlant de polémique, nous sommes avec nos, je vais pas dire ni Zemmour ni Nolo parce qu'ils ne l'aiment pas, mais Tic et Tac, Bip Bip et Coyote, nos chers chroniqueurs, Ravi et Léandre. Comment vas-tu? On va commencer. Comment vas-tu, mon cher Ravi? Écoute, ça va pas mal du tout, ça va toujours bien et bonne année à tout le monde. Voilà, tu as passé de belles fêtes, Ravi? Ouais, pas mal, pas mal malade, mais bien. Et bonsoir, monsieur Léandre, comment vas-tu? Bonsoir, moi ça va bien, bonne année à tout le monde. Bonne santé, c'est le plus important, le cliché. Alors, le but de ce petit podcast que vous pouvez retrouver, on va débriefer pendant une vingtaine de minutes de divers sujets. Et aujourd'hui, comme on vous l'a dit, on va parler du dernier épisode de la saga Star Wars, le numéro 9, qu'on a appelé l'ascension de Skywalker. Non, c'est des Skywalker. Des Skywalker. Ce dernier a été réalisé par monsieur J.J. Abrams. Et pour commencer, messieurs, qu'avez-vous pensé avant de parler précisément du film, de la globalité de ce film, et surtout, est-ce qu'il a bien conclu cette trilogie? Ravi, on va commencer par toi. En général, c'est pas un mauvais film, il y aura pas mal de petits défauts à droite et à gauche. Mais j'étais content d'aller voir Star Wars et surtout de me retrouver à de nouveau un film réalisé par J.J. Abrams. Parce qu'au moins on sait que peut-être niveau scénario ça pète pas, mais au niveau image, J.J. Abrams il a la classe. Et franchement, je reviendrai un peu plus tard là-dessus, mais en général, je lui mettrais un 6 sur 10. Et puis franchement, c'était pas non plus une désillusion, contrairement au 8 ou peut-être même au 7. Mais voilà. D'ailleurs, c'est lui qui a réalisé le 7. Il a pas fait le 8, mais il a fait le 7. Est-ce que vous savez pourquoi, d'ailleurs? C'est une petite question, déjà. Pourquoi ce n'est pas lui qui... on va peut-être en revenir. On va déjà demander à Léandre, comment as-tu ressenti ce film? Est-ce qu'il conclut bien la trilogie? Et si tu peux répondre, en effet, à cette question. Pourquoi c'est J.J. Abrams qui fait le 7 et le 9, et pas le 8? C'était, si je me trompe pas, c'était Rian Johnson. Léandre. Alors, moi j'ai en général bien aimé le film. Après, bien conclure parce qu'il conclut pas que cette trilogie, il conclut toute la saga. Non, il conclut pas bien la saga. Parce que comme c'est tourné, t'as l'impression que c'est plus la saga Palpatine que la Skywalker qui est finie. Mais après, en gros, le film est bien. Il y a beaucoup, comme il a dit Ravi, il y a beaucoup de défauts. Beaucoup de problèmes, parce que vu que, comme on l'a dit, c'est pas J.J. Abrams qui a fait le 8, il l'a déjà détesté, le 8, comme beaucoup de monde, comme celui qui est juste à côté de moi. Je ne dénoncerai pas, hein. Je déteste le 8. Mais Léandre, est-ce que tu as donc cette information, pourquoi ils ont changé de réalisateur? Est-ce qu'il avait une... Je crois, parce que lui, il était overbooké par d'autres projets. Et puis le rythme. Et puis aussi le rythme, mais lui, c'est pour ça qu'il avait délégué le 8 à Rian Johnson. Mais moi le 8 m'a pas dérangé. Maintenant, après, ce qui me dérange, c'est que J.J. Abrams n'a pas pris en compte tous les changements, comment expliquer? Il a pas continué. Le 8 a pris une direction. Et J.J. Abrams, il l'a pas aimé. Et lui, il est allé dans l'autre sens, je dirais. Et il a détruit le 8 tout en faisant son 9. Ouais, c'est pour revenir juste à Lélé, pour cette chose, on a oublié de dire, mais ça va être spoiler alerte à chaque 2 minutes. Mais il y a plein de scènes dans le film. On a le droit, ça fait plus de 2 semaines qu'il est sorti. On a le droit, ouais. Et il y a des scènes, la plus flagrante, je pense, c'est la scène où Rey balance son sabre laser dans le feu, et puis Luke apparaît et ramène le sabre, attrape le sabre.
Et là, tu vois vraiment le lien avec l'épisode 8 où Rey tend le sabre à Luke et Luke le balance dans l'eau en mode rien à foutre. Et bah, tu vois, il y a plein de scènes comme ça, mis bout à bout, où tu sens qu'il y a eu une guéguerre en plus entre les deux réalisateurs. Donc voilà, malheureusement, ça se ressent. Mais J.J. Abrams a produit le 8, hein. C'est ça Oui, qu'il faut... il l'a produit, mais il n'a pas aimé les choix qui ont été pris. Parce qu'il l'a juste produit. Mais le principal patron, c'est Disney. Et Disney a validé. Et puis DJ Abrams n'avait rien à dire. Et George Lucas a validé. C'est ça qui fait peur en même temps que tout ça, c'est que quand tu dis que George Lucas a validé les 5 derniers Star Wars... Non, c'est faux. Non, Le 7, il l'a pas validé. il l'a pas validé le 7. Il a dit que après avoir vu le 7, il a dit qu'il avait été trahi par Disney. Ouais, parce que... Finalement, il a reçu un petit million de plus et finalement, il était d'accord. Bah, quand tu vends ta boîte 4,5 milliards, t'arrêtes de faire chier, puis voilà. Ouais. Et surtout que c'est drôle parce que maintenant que tu penses, c'est vrai, Lélé, mais je crois que le tout premier avis est validé par lui, Georges. Hein. Les films devaient sortir étant validés par lui. Oui, alors peut-être qu'il avait validé le scénario. Il l'a vu, hein. Oui, non, mais il devait valider le scénario, pas le film fini. C'est après qu'il l'a vu et il a dit non, c'est pas le scénar, c'est pas comme ça que je l'aurais vu. Ouais. Et pour lui, comme ils avaient expliqué, j'avais vu ça dans un reportage, un Star Wars commence au début et ça lance une histoire. Là, le 8, comme ils avaient pu voir à la fin de la lecture, quand ils ont fait les lectures du scénario, le 7, lance pas l'histoire. Il raconte un début et la fin du film, quand ils vont arriver vers Luke Skywalker, ça lance la saga. Très bien. Alors, merci pour cette petite parenthèse. On va maintenant se consacrer exclusivement sur le 9. Et on va un peu garder un peu le format qu'on utilise à la radio. Et peut-être, je pense qu'il y a quand même quelques points positifs que vous avez quand même retenus. Il n'y en a peut-être pas énormément. Je vois que vous êtes un peu content du film, mais déçu. Alors peut-être que vous êtes simplement déçu que la saga soit terminée. Mais voilà, on va commencer peut-être quel point positif vous pouvez tirer du film. On va commencer par toi, Ravi. Alors moi, le côté positif que j'ai, c'est, comme je l'ai dit avant, c'est J.J. Abrams qui revient aux commandes et il nous propose quelques scènes, des scènes de combat sur l'étoile de la mort qui est détruite, qui est génial, par ce personnel. La flotte qui apparaît entre l'énorme flotte que crée Palpatine. Oh, il la sort du cul quand même. Hein. Non mais alors moi je dis, attends, ce que je critique, je dis le point positif, c'est le visuel. Visuellement, pour moi, le film, il claque. Même la scène où Palpatine apparaît au début, la scène est magnifique. En plus, il y a une espèce d'amphithéâtre avec tous ces adorateurs Sith. Et franchement, ça claque. Ouais, moi, c'est ça le truc, c'est que même le temple Sith claque quand t'arrives, ce truc cubique, ce truc vraiment toute l'ambiance. Même quand je te dis, en général, les visuels, même tout au début, quand le Faucon Millenium fait tous ses sauts. Il apparaît dans plein de mondes différents. Franchement, les mondes sont magnifiques. Et franchement, ça manquait au 8, ce visuel-là. En vrai, c'est mon avis. Ouais, c'est ça. Colorimétrie, comme on dit. Hein, Voilà. J.J. Abrams, j'aurais jamais à retenir son nom. Johnson, merci. Riant, Janson. Je crois que je vais le marquer quelque part. Johnson, c'est des marques de rasoir au cas où. Jenkinson, je connaissais. Mais ouais, tu vois que c'est bien une belle différence au niveau de la couleur. Elles sont beaucoup plus chaudes chez Abrams que chez Johnson. Et puis il aime bien moi c'est que surtout le côté dantesque. Il aime bien il joue avec les proportions. Pour te montrer une flotte ou te montrer un vaisseau, il va te mettre un personnage dessus que tu verras vraiment l'immensité du vaisseau. Ce qu'on faisait pas dans les premiers Star Wars. Enfin, quand je dis les premiers, je parle bien de 1, 2, 3. Quand on nous présente un destroyer, t'as plein de destroyers autour, t'as des robots. Après, t'as pas énormément d'images où t'as vraiment un bonhomme à côté, aussi près, qui te donne vraiment ce visuel. Lui, il adore de jouer avec ce côté vraiment immense. Quand tu parles des 1, 2, 3, ceux qui sont sortis en début de 2000. Oui, des 2000. Avec, Oui, là, on va avec Christensen. Exactement. On va parler en numérotation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Voilà. Et puis voilà. Donc, pour moi, le côté... Un dernier point positif. Le côté positif, c'est ça. Après, le reste, on va dire la conclusion. Pour moi, elle est maladroite à amener, mais c'est la seule qu'on aurait pu avoir relativement cohérente en voyant le 7 et le 8. Mais après, je dis pas qu'elle est bonne, mais je dis que c'est le seul. C'est le seul. Et du fait que celui-là pose, pour moi, des vrais enjeux, chose que posent pas les autres. Donc voilà, c'est les 3 points positifs que je relève de ce film-là. Voilà.
Léandre, est-ce que tu as aussi quelques autres points positifs où tu rejoins parfaitement Ravi, ou tu n'es pas du tout d'accord avec Ravi sur ces points positifs? Est-ce que toi-même, tu en as d'autres? Non, c'est vrai que J.J. Abrams, niveau visuel, t'as aucun souci. Après, moi, le problème que j'ai avec J.J., c'est... Genre, c'est ton pote, quoi, Gigi. c'est mon pote, je l'ai quitté tout à l'heure, là. Non, mais mon problème avec lui, c'est que lui, il adore le bouton explosion sur la caméra, quoi. Donc, ça, je peux le reprocher un peu, où il y a un peu trop d'explosions à des endroits où il y aurait peut-être pas besoin. Mais après, c'est vrai que visuellement, il a réussi à retranscrire un côté obscur présent un peu partout dans la planète de l'Empereur. Bon, après, J.J. Abrams, oui, il a le côté, on va dire, boutonneux. Mais on va dire, enfin, il a quand même été... il a quand même géré Star Trek. Oui. Et... Il a géré les Transformers. Oui, mais c'est pas le problème. C'est que dans tous ces films... Ça pète. Ça pète. Il y a pas il y a très peu de scènes où il n'y a pas une explosion. Lui, il adore faire boum. Il essaie d'être un pyromane caché. Il a le budget, il a le budget, mais il adore ce petit bouton, quoi. Oui, mais bon, mais il faut que ça claque. C'est pas orgueil et préjugé non plus, où ça discute. Oui, mais il ferait moins d'explosions. Il aurait plus de budget pour faire un meilleur scénario, par exemple. Parce que des fois, là, il y a des petits soucis de scénario. Comme on l'a dit, le 9 envoie des petites piques au 8. Mais je pense qu'il aurait eu meilleur temps de se préoccuper sur certains points qui étaient à résoudre que continuer comme ça. Mais après, le film en lui-même, moi, je l'ai trouvé très bien, comme tu as dit, Ravi, il est très très bien, malgré quelques défauts. Et par contre, pour moi, il conclut pas très très bien la saga Skywalker. Il fallait la conclure. Alors, on va profiter de ça pour que tu nous dises alors tes points un peu négatifs de cette, notamment, on a pu comprendre que la fin de la saga n'est pas, comment dire, la conclusion de la saga n'était pas la meilleure. Je vais te laisser continuer à débattre le sujet. Après, moi, ce qui m'a déplu, c'est il y a beaucoup, mais alors beaucoup trop de fanservice. Il y en a des gros... Ah, je suis d'accord. Notez-le. On est d'accord. Rare, hein. C'est très rare qu'on soit d'accord. Ouais. Il y a des fanservices qui sont passés crème, qui m'ont pas trop dérangé. De quoi, le Han Solo qui dit... Non, mais alors, ça m'a pas dérangé parce que si tu regardes, c'est un parallèle à la scène où il meurt. Oui, non, mais t'as aimé ce fanservice-là, tu vois. Mais c'est pas du fanservice. C'est parce que c'est ce qu'il a voulu amener et en fait... Quand tu revois les scènes ensemble, tu comprends un peu ce qui se passe, ce qu'il voulait faire Han Solo quand il a été sur la place. Mais on en reparlera. Le problème, c'est Lando, il n'avait pas besoin de revenir quoi, avec sa canne. Le mec, il est vieux. Quoi. Tu le vois en VO, le mec, il n'y a pas d'expression. Quand il parle, tu comprends pas la moitié de ce qu'il dit. Après... Le truc, c'est que tu sens que Lando est venu pour le fanservice et parce que Chewbacca peut pas piloter le Faucon Millenium tout seul quasiment. Parce que Flynn et Poe, ils s'occupent, ils le pilotent au début, mais après l'un va attaquer sur Terre et l'autre va prendre un X-Wing où il est vraiment bon. Donc là, tu sens que le fanservice, ça fait bobo quoi. Mais... le truc c'est que le fanservice en général ne me dérange pas. Mais à plusieurs reprises, c'était t'as vu? On te l'a mis. T'as vu? Il est là. Regarde, c'est là. Après, c'est J.J. Abrams. J.J. Abrams adore la licence. Et dans le 7, il nous a fait un remix quasiment du 4 avec beaucoup de rappels. Et là, il refait la même chose. Voilà. Mais est-ce que vous croyez pas que de nos jours, c'est de plus en plus ça, que ce soit dans la franchise de Star Wars, comme dans la franchise, de n'importe quoi, on veut toujours faire ce petit clin d'œil. On parlait tout à l'heure en antenne, ils avaient fait 2 petits clins d'œil, après du bâtiment de Ravi. Tout à l'heure, tu nous en avais parlé, des 2 petits clins d'œil que tu avais fait, notamment une scène avec Rey, si je me trompe pas. Alors, il y a deux énormes, 2 clins d'œil. Il y en a un où quand ils arrivent sur une planète, Rey, Flynn et toute cette équipe, ils arrivent sur une planète où il y a un festival qui a lieu chaque 42 ans. Donc 2019 moins 42, ça donne 1977 pour les nuls en maths. Donc voilà, déjà premier clin d'œil un peu grossier. Et le deuxième, c'est carrément une scène où aurait été il y a quelque temps sur internet, il y a une photo d'une dame qui travaille dans un parc de Disney, qui est habillée en raie toute la journée et elle se penche puis elle accueille une jeune fillette
qui est tout ému de la voir. Et puis c'est une photo qui a fait le tour des réseaux parce que c'était tellement chou de voir cette fillette, voir son idole devant elle, en train de pleurer, qu'ils se sont sentis obligés pendant le film de nous faire exactement la même scène en disant regardez les gars, on l'a fait aussi. Donc c'est vrai que c'est dérangeant, c'est deux parmi des milliers, enfin des centaines quasiment de propositions comme ça. Après moi je vais juste rebondir, moi ce qui me dérange c'est déjà le début. On commence dans le film et on sent J.J. Abrams nous envoie un message clair. Il dit merde, j'ai pas pu faire le 8 et il faut que je me dépêche un maximum de rattraper tout ce que le gars avant moi il a fait et essayer de poser une moitié d'urgence parce que le début c'est le gros bordel. Vous regardez le film, ils font après parce que maintenant on peut traquer le Faucon Millenium, enfin les vaisseaux en vitesse lumière, mais il fait 250 sauts. Et bref, ça donne un petit côté urgent sympa. Mais même les personnages, quand ils arrivent, le Faucon Millenium arrive sur la planète rebelle, en réalité, même les dialogues. Il y a des dialogues où, franchement, ils s'échangent peut-être 3 phrases, et tout d'un coup, ils montent une expédition. Et voilà, donc après, même pas, les dialogues sont hyper courts, hyper rapides. On sent qu'il y a une notion d'urgence qui fait que c'est hyper désagréable à la fin, parce que tu te rends compte que il pose un peu ton temps. Le film est pas très long, il dure 2h20, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. 2h20. Franchement, ce qui dure 2h45, on va pas non plus jeter la pierre. Et franchement, des fois, on sent qu'il y a beaucoup trop d'urgence. Après, il y a le côté, que je disais un peu, ligne directrice forcée, les personnages tombent dans des sables mouvants, comme par hasard, les sables te donnent la réponse. Bref, après, il y a beaucoup de facilité scénaristique pour faire avancer l'histoire. Moi, j'en ai marre de voir Kylo Ren et Rey tomber Kylo Ren apparaît dans la moitié du film, apparaît de nulle part à chaque fois. Même s'ils sont connectés par la force, on peut donner plein d'explications. Il y a plein de scènes où il apparaît de nulle part, juste parce qu'il doit apparaître pour éviter de perdre du temps en recherche et en conneries. Et voilà, moi, tu sens que il a un bon GPS. Ouais, il a un bon GPS, mais tu sens que J.J. Abrams, en réalité, il a voulu créer une espèce d'intrigue qu'il a pas créé lui dans le 7, que dans le 8 n'a pas eu lieu. Le fait aussi que Palpatine est spoilé dans les bandes annonces, est spoilé carrément, Palpatine est carrément spoilé à la première, je crois, 4e phrase du déroulé de Star Wars. Enfin, c'est un des personnages les plus mystérieux et on devrait, normalement, tout fan se dire, mon Dieu, il y a Palpatine dans ce film. Et on a le droit à 3 lignes pour introduire Palpatine. Donc, franchement, là, tu sens que le gars, il a pas le temps, quoi. Il a même pas le temps de te faire une petite scène de 5-10 minutes à mettre un peu Palpatine en scène. Non, on le balance directement dans le générique, comme ça, les gars, ils se disent, ok, on a Palpatine, on sait de qui on parle. Et voilà. Et moi, le problème, c'est ça qui me gêne, parce que tout le long du film, il y a des personnages qui apparaissent pas. Pour imaginer ça, c'est comme si tu prends on va dire une série, peu importe, et que t'as, genre, la première minute, ça te parle, t'as des images de l'ancien film, en quelque sorte. Ça rattrape un peu. Le truc, c'est que c'est comme si, non, ce serait comparé, facile, ce serait prendre Game of Thrones, saison 1, et au lieu de le faire en 10 épisodes, tu le fais en 3. Et puis, tu sens que, le gars, il passe d'un royaume à un autre parce que tu dois vite introduire tout le monde pour pouvoir lancer un enjeu. Et en plus, tu mélanges un menu déroulant, parce qu'on veut savoir, c'est comme ça. Mais vraiment, les menus déroulants ne te donnent pas non plus énormément d'infos. Là, ils te donnent carrément un des moments, pour moi, un des trucs centraux, qui est, l'apparition de Palpatine. En fait, là, je vais te rejoindre aussi. Le déroulant qu'on voit au début, c'est l'épisode 8 que voulait faire J.J. Abrams. Oui, tu sens. Il a fait ça, encore une fois, juste pour emmerder Johnson, pour dire, voilà, ça c'était le 8 qu'il fallait faire, c'est pas le 8 que t'as fait, et moi je vais juste détruire tout ce que t'as mis en place pour faire genre le 8 que t'as fait, il sert à rien. Comme ça, les gens ils pourront voir 7-9 sans regarder le 8, et tout sera réglé. D'ailleurs, est-ce que ça fait un peu polémique là? Je sais pas si vous avez un peu suivi ou pas du tout. Ça fait polémique dans les. Déjà, le film se fait. On va dire que peut-être J.J. Abrams est content parce qu'il y a peut-être George Lucas derrière lui, et le fait qu'il ait George Lucas derrière lui et Disney, etc. Bon, quoi que Disney, ils doivent rester en retrait parce qu'ils ont quand même accepté ce qui s'est passé au niveau du 8. Mais je pense que vu que J.J. Abrams a George Lucas derrière lui, je pense qu'il n'y a pas Monsieur Johnson ne polémique pas trop pour l'instant. Le truc, c'est que J.J. Abrams, c'est un nom dans la profession, et Johnson, c'est quand même, ils sont pas aux mêmes armes. En réalité, J.J. Abrams, c'est, on va dire, un des très gros réalisateurs de films d'action. Blockbuster, c'est d'être, ou si c'est pas lui, avec Michael Bay, je pense d'être dans le top 2, top 3, des films qui font des films d'action. Et il a un nom dans la profession. Johnson, dans le boom boom, tu dis. Voilà. Dans le bim bam boom. Voilà. Mais voilà, après,
De nouveau, tu sens la rapidité de l'urgence, c'est la mort de Chewbacca. J'ai peut-être, alors petite parenthèse, on parlait tout à l'heure, j'étais en train de chercher en même temps sur internet, j'ai peut-être une réponse pourquoi J.J. Abrams n'a pas fait l'épisode 8, pardon, merci. Parce qu'il était sur deux projets en même temps, qui étaient Star Trek sans limite et Mission Impossible. Oui. Voilà. C'est ce qu'a dit Lélé au début. Ouais, il était overbooké par rapport au temps. Et comme tu as dit, Johnson ne se bat pas avec les mêmes armes que Abrams, parce que Abrams, à la base, devait faire les 3. Il devait réaliser les 3. Et le problème du temps, bah, c'est pas lui qui l'a fait. Et comme tu dis, je pense pas qu'il va aller polémiquer avec le reste du monde internet ou répondre à Abrams, parce que comme on l'a dit, il a George Lucas avec lui, il a Disney avec lui, donc je pense que dans cette bataille Johnson il a perdu. Après, la différence entre Abrams et Johnson, moi, je trouve que dans le 8 Johnson a pris ses cojones et il l'a posé sur la table, il a dit moi je vais faire quelque chose de nouveau. Ça n'a pas plu à tout le monde, mais à bout d'un moment, quand tout le monde on leur dit on leur fait un film qui ressemble à autre chose, qui a déjà été fait, on gueule. Quand on fait quelque chose de nouveau, ça gueule. Alors à bout d'un moment, Abrams il a dit bon bah aussi dans sa tête, je pense qu'il a dit bon on va prendre des trucs que tout le monde connaît, Palpatine, plein de références. Et ça va plaire. Maintenant, est-ce qu'il en a trop mis ? Je pense qu'il en a trop mis. Mais après, comme tu l'as dit, tu prends rien que les 10 premières minutes du film, c'est un rush pour expliquer le pourquoi du comment, que Palpatine a toujours été présent, que en fait Snoke, bah, c'était un clone qui a été créé par Palpatine et il était contrôlé par Palpatine. Kylo Ren entendait Dark Vador dans sa tête, bah, c'était aussi Palpatine, mais c'est expliqué dans les 5-10 premières minutes du film. Tu vois plein de plans, c'est très rapide parce que comme il a dit, il est pressé dans le temps, il doit détruire tout un film. C'est ça, et puis le truc c'est que ça pose il aurait pu l'amener différemment. Oui, mais le truc c'est que valoriser quand même l'ancien film, oui, entre guillemets, au lieu de taper dessus, mais peut-être, il aurait pu peut-être améliorer, voilà. Oui. Pas forcément détruire. Voilà, au lieu de taper sur le 8, il aurait dit bon bah, ok. Genre, il manque ce détail. Il aurait dû dire bon, j'aime pas du tout, mais il a pris cette direction. Je vais continuer dans cette direction, je vais m'adapter dans cette direction et je vais faire quelque chose qui a de la cohérence. Là, il a fait totalement le contraire et il a fait son film comme il voulait. Et tout ce qui a été mis dans le 8 a été détruit dans le 9. Et il n'y a aucune cohérence par rapport à ça. Tu prends l'exemple de Rose. Dans le 8, elle a un rôle extrêmement important, entre guillemets. Elle est en devant de scène. Les débuts du film, tu vois sa sœur mourir. À la fin du 8, tu vois qu'elle a une bague avec le signe de la rébellion. Et tu vois plein de petits jeunes prendre le bâton, il prend un balai, il prend comme si c'était un sabre laser, il fait plein de trucs avec comme ça. Et dans le 9, t'as plus rien. Rose, elle est de temps en temps, elle est là pour faire coucou, je suis là, on m'a vu, voilà, film terminé. La romance qu'il y avait entre elle et Finn, complètement zappée. Le mec, il l'ignore totalement dans le 9. La romance, bah, on suppose qu'il veut l'avoir avec Rey. Mais c'est totalement... Tu veux une anecdote ? Vas-y. Rose n'apparaît que moins de 2 minutes à l'écran. Ouais. Dans 2h22 de film, Rose n'apparaît que 2 minutes. Ça. Mais parce qu'il a été coupé au montage en réalité. Mais bien sûr. Mais le problème, c'est que ce personnage avait une importance énorme dans la résistance, dans le 8. Et vu que c'était le 8, je pense que J.J. Abrams a voulu diminuer son importance en la mettant... en fond de cours, quoi. Après, c'est comme t'as l'acteur qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux, qui a joué dans Hobbit. Ce mec, il sert totalement à rien. Il est juste là pour... c'est Dr. Obvious, le mec. C'est le mec... ouais, il y a une étoile noire.
Ah, il faut la détruire. Ouais, merci. On sait qu'on doit la détruire. Après, ouais, t'as raison. Après, tu sens que je voulais juste revenir à la mort de Chewbacca, c'est le fameux problème du film. En réalité, pour ceux qui ont vu le film, on le voit tous, Chewbacca est dans un vaisseau transporteur, il y en a deux. Il y en a un qui se fait détruire malheureusement par Rey, elle croit qu'elle a tué Chewie. Donc toi, t'es comme spectateur, tu regardes ça, tu te dis putain de merde. Spectateur, ouais. Ils disent bah merde, il est peut-être mort, Chewbacca, tu vois. Mais finalement, quand tu te rends compte que le truc, déjà, il y a aucun mélodrame. Enfin, ils sont pas plus tristes que ça. Et puis le deuxième problème que t'as avec cette scène, c'est que même pas une minute après que potentiellement tu dois te faire à l'idée que Chewbacca est mort, juste après, t'as une scène où il apparaît vivant en mode oh finalement il y avait deux transporteurs et le deuxième en réalité il y avait quelqu'un d'important dedans et toi t'es là mais en mode genre putain laissez-moi au moins je sais pas 1 minute 2 minutes de suspense. Il y a eu 30 secondes entre la mort de Chewbacca et ça. C'est comme la mort de Leia. On va pas rentrer dans les détails non plus du fait que elle meurt d'une manière très stupide en sachant qu'elle est même plus forte que Luke, on nous prouve. La coke. Ouais, non mais Leia c'est un truc de dingue, elle meurt et le film n'a pas le temps de lui consacrer un moment où une espèce de deuil doit se faire. Il y a que Chewbacca, moi le seul moment où j'étais triste qu'elle meure, c'est quand Chewie, il apprend la nouvelle et il se met à hurler et à pleurer. C'est le seul moment où il y a un des personnages qui prend 2 secondes le temps de se dire ah putain, c'est quand même la dernière. Bon déjà c'est la dernière Skywalker qu'on pensait. 2, ça reste quand même le général le plus important de la résistance. Elle est putain de badass, elle est importante, c'est la seule aussi de la trilogie originelle qui est quasiment là après Chewie puis bien sûr Lando, mais voilà, c'est une des personnages qui était vraiment à l'avant et finalement elle a le droit à 30 secondes de tristesse. Alors pour ça, je comprends un peu ce que tu veux dire. Le problème c'est qu'aussi avec Carrie Fisher qui était décédée, ils ont dû prendre que des rushs qui avaient déjà été faits avec elle. Ils n'avaient pas le droit de faire avec comme ils avaient fait dans Rogue One, avec le visage rajeuni et tout. La famille a dit non. Si vous prenez les images, c'est des images qui ont déjà été filmées. Après... Moi, je te parle de la mort. Oui. Je te parle pas de la vie. Elle qui apparaît peu à l'écran, voilà, c'est la vie. Mais même sa mort, elle est rushée. Ça me dérange. Le film est rushé de c'est base, ça, le gros problème, c'est le problème de rythme. Après, moi, j'ai pas trouvé ça dérangeant parce que moi, ce que j'aurais pas aimé, c'est qu'ils te disent t'as vu, elle est morte, Léa. T'as vu, regarde, elle est morte. Hein, on va te faire pleurer. Ils essaient d'aller chercher l'alarme. Là, moi, j'ai bien aimé, c'est que, ok, elle est morte. C'est un chef de la résistance. C'est le chef de la résistance. Mais ils ont quand même un combat derrière à aller gagner, entre guillemets. Donc, c'est pour ça qu'ils ont, entre guillemets, pas trop le temps d'en pleurer. Il y a quand même une espèce de petite cérémonie quand elle est sur l'espèce de lit emballé avec un drap, où il y a tout le monde qui est autour d'elle en train de la voir, en train de se recueillir, entre guillemets. Après, en fait, ça dure 30 secondes, comme tu dis, mais parce que droit derrière, t'as toute l'équipe qui arrive et puis il lui explique que Morgana, elle est morte, quoi. Puis c'est là où t'as, comme tu dis, il y a Chewbacca qui pleure et puis qui crie. Mais moi, je pense que c'était une bonne façon de dire au revoir sans trop appuyer parce que c'est pas elle le héros de cet épisode-là, enfin de cette saga. C'est Rey, Finn et Poe. Normalement, ça devait être les nouveaux Leia, Luke et puis Han Solo, qu'ils n'ont pas réussi à faire du tout. Mais je pense qu'il fallait pas trop non plus s'attarder sur elle. Ils se sont pas attardés sur la mort des autres personnages clés de la saga comme le général Akbar. Ils se sont pas attardés dessus. Ils se sont pas attardés sur la mort non plus de celle qui se sacrifie avec le vaisseau. Oui, je suis d'accord avec toi, mais Leia a le droit, pour moi, personnellement, en voyant le film, en voyant qu'ils ont rajouté... Enfin, dans ce film-là, il y a quand même des apparitions on apprend que Leia bat au sabre laser Luke. Ce qui est quand même dans le monde de Star Wars un truc énorme, parce que normalement, Luke devrait être le Jedi le plus puissant, par excellence. Et puis tu te rapprends qu'en réalité, sa sœur est quasiment aussi balèze que lui. Après, on parlera d'une petite anecdote des sabres verts et sabres bleus. Mais le truc, c'est que, alors, tu me montres plein de trucs, tu montres qu'aussi elle a été quasiment la mentor, un petit moment la mentor de Rey. Tu donnes quand même légèrement de l'importance, mais au moment de la mort, finalement, on tire la chasse d'eau puis c'est terminé. Puis, outrepassant le fait que les Jedi, ça c'est aussi un petit truc que ça m'a dérangé. Tout Jedi qui sacrifie disparaît immédiatement. Non, et là, non, ça c'est faux. Ça c'est totalement faux. C'est totalement faux ce que tu dis. Un Jedi, il disparaît pas automatiquement tout de suite.
c'est seulement au moment où son esprit et son corps sont apaisés. Là, Leia, elle ne pouvait pas entrer dans la Force comme le fantôme de la Force, parce qu'elle n'était pas apaisée parce que son fils était encore du côté obscur. Et oui, ça c'est une erreur que tu fais. Si tu regardes, comment il s'appelle, Qui-Gon Jinn, il disparaît pas tout de suite. Ah, mais lui, il se sacrifie pas. C'est pas pareil. Il se fait tuer. Ce qui est pas la même chose. Yoda, il se sacrifie pas non plus. Il meurt de vieillesse. Oui, mais tu prends Obi-Wan Kenobi, il se sacrifie, il disparaît immédiatement. Oui. Mais Yoda aussi disparaît automatiquement. Il disparaît quasiment tout de suite. Mais pas tout de suite. Tu vois, elle se sacrifie, mais donc elle devrait mais disparaître. tu viens de Bref, dire, il se sacrifie. on va lancer le débat. On pourra éventuellement, on va pas en parler beaucoup plus longtemps là-dessus. On va juste parler donc d'une petite anecdote que tu avais relevée, Ravi, sur les sabres laser. Alors, ça va relier, en plus ça va être cool, ça va juste finir mon argumentation. Alors, on a une scène où Luke et Leia se battent au sabre laser, et pour les différencier, chacun a un sabre vert et l'autre un sabre bleu. Parce qu'en réalité, ils portent les deux un casque, et c'est à la fin du combat où tu vois que voilà. Rey, à la fin, se bat contre l'Empereur. Ça aussi, ça m'a dérangé le combat final, et un truc qui me dérange là-dessus. Autre passant de l'anecdote, c'est que Rey prend les deux sabres laser, les deux sont bleus, et bat l'Empereur comme ça. Donc ça dérange personne que le sabre de Leia a changé de couleur, elle la repend en douce, on sait pas pourquoi. Et voilà. Et le problème, moi, que j'ai eu avec le film, de nouveau, c'est toute une histoire de rush, mais il y a eu aussi un problème de combat au sabre laser. Peut-être ça fait depuis le 7 ou le 8 que il y a ce problème-là, mais là, au 9, moi, j'ai trouvé hyper flagrant. C'est que les chorégraphies des sabres laser, sont molles. Elles sont molles. Franchement, tu sens tout est télescopé, excusez-moi. Et franchement, c'est pas prenant. Et après, critique que j'ai de nouveau, il y a une scène qui fait polémique, c'est la scène sur l'étoile de la mort, où ils se battent. Alors, très stylé, les vagues se brisent dessus, ça fait disparaître les personnages. Mais vous m'expliquez pourquoi un sabre laser, où l'eau la caresse, ça ne fait pas de vapeur? Ça te dérange pas, Lélé? Cette scène, elle aurait été tellement plus stylée avec ces gouttes qui tombent sur le sabre, qui rend cette fumée. Parce que tu veux rendre la scène stylée. La scène, elle est faite pour être stylée. Va jusqu'au bout. Et c'est le cohérent. Le sabre laser brûle. Donc, quand il touche à l'eau, tu fais une vapeur. Et là, avec cette vapeur-là, tu pourrais créer un énorme truc. Le truc, c'est que je pense qu'ils n'ont pas eu le temps. Ça faut rocher. Vous voyez à quel point, à quel point votre équipe est passionnée. Voilà, les petits détails comptent. Et on va conclure là-dessus. J'ai une dernière petite question, messieurs, pour rester dans l'univers Disney, parce que Marvel appartient aussi à Disney. Et si on peut trouver, c'est difficile, hein, si on peut trouver quelques similitudes à ce Star Wars 9 et Avengers Endgame, où dans le fond, il y a quand même la fin, c'est la fin d'une ère, dans le fond. Est-ce que, pour comparer, apparemment, vous voyez, il a duré 2h20. En comparaison aux 3h40 qu'a duré Endgame, est-ce que vous pensez que le film aurait pu s'attarder dans le temps et vraiment faire une fin épique, on va dire, comme l'a été la fin de Endgame, notamment, dont la mort de Tony Stark. On va même pas une petite minute, Lélé, pour donner ton avis et conclure là-dessus. Ah non, mais clairement oui. Il aurait dû prendre le temps de poser son film, vu qu'il voulait mettre en place plein de choses pour être en cohérence avec son idée. Il aurait dû prendre le temps et faire un film un peu plus long. Parce que 2h20 pour tout expliquer... Les 3h40, ça t'aurait pas dérangé? Ça m'aurait pas dérangé parce qu'il aurait eu plus de temps pour mettre en place ce qu'il voulait mettre en place, présenter les personnages, entre guillemets, présenter la problématique du film, et puis je pense que ça aurait été une meilleure conclusion que là. Très bien. Ravi? Là, je suis d'accord avec Lélé, parce qu'il y a vachement de personnages qui apparaissent et malheureusement, ils n'ont pas le temps d'être développés. Donc... c'est vrai que 3h40, ça aurait pas dérangé. Mais même juste 3h, je pense que 40 minutes de plus au film, ça aurait apaisé un petit peu. Tu peux faire un film speed, pas de souci. Mais par contre, là, tu peux pas le faire comme il l'a fait. Même le combat final, finalement, c'est pas vraiment un combat. C'est une qui se défend et ça dure, il balance ses éclairs, ça dure 10 secondes. Et puis voilà. Puis après, autopassant le fait que, tu sens que le film,
aurait mérité un traitement différent. Après la fin des... Ça me rappelle le choc des Titans, ça. Le combat final. Ouais, non, mais le choc des Titans était vraiment un nanar, quoi. Donc, non. Après, le problème, c'est que, voilà, moi, après, ce film, pour moi, résume le problème de Disney quand ils ont attaqué Star Wars, la série Star Wars, c'est que tu sors pas un film chaque année. Tu peux pas faire Dans les 2 ans. Non, mais chaque année, on a eu un film Star Wars. Tous les ans, on a eu un film Star Wars. Alors, bien sûr, on a eu la trilogie, plus les 2 autres, mais chaque année, on a eu un film. Et ça, le problème, c'est que tu sens que le rythme, c'est juste pas possible de faire de la qualité à cette vitesse-là. Surtout qu'en plus, quand ils doivent se lier, c'est juste pas possible. Et c'est là où tu sens que toute la trilogie qu'on a eue là, bah, elle pêche de profondeur, elle pêche de développement. Et le truc, c'est qu'on s'attarde trop sur peut-être des vieux personnages. On a voulu introduire des nouveaux, mais qui ont aucune histoire. Et pas assez le temps de les développer. Donc, malheureusement, oui, moi, j'aurais préféré 3h40. Et même, je vais te dire une chose, j'aurais préféré que tous les films durent peut-être 30 à 40 minutes de plus. Et limite, pas grave si on fait des films de 3 heures. Pas grave, mais au moins que tu poses les histoires. Si tu veux faire un truc nouveau, surtout que tu aurais vraiment fini avec une en force, quoi, vraiment. Joli jeu de mots, hein, la force. Pour un mec qui aime pas Star Wars, non mais surtout, voilà, parce que c'est vrai que encore une fois pour revenir, à Avengers Endgame, on retient quand même ces 3h40. Bon, ils étaient avec tous les personnages qu'ils avaient, ils étaient obligés de faire un film plus long que les 2h30, 2h45. Voilà. Après, juste refaire un lien entre les deux. À un bout d'un moment, tu as plein de vaisseaux pour la résistance qui viennent aider contre la flotte impériale. Là, ils ont fait le même coup là-dedans, parce que quand tu reprends entre guillemets, le bestiaire des vaisseaux, il y a plein de vaisseaux historiques dans toute l'histoire de Star Wars. Donc ils ont fait un peu un combat des Avengers avec les vaisseaux. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas pris le temps de développer. Parce que quand la flotte arrive, bah voilà, de nouveau le problème qu'on a. Et c'est pour ça que c'est marrant, parce que où, pour moi, Marvel a cartonné, c'est qu'à la fin, on pose nos burnes, on dit voilà, le film, il peut pas faire moins de 3h40. Tu vois, c'est juste pour faire un parallèle. Moi, l'épisode 9, c'est pour moi le Batman vs Superman version qui est sortie au cinéma, et la version longue qui méritait vraiment un développement. Qui était plus intéressant. Voilà. Très bien. Je veux juste dire un truc dernier où point. tu vois où ça a été rushé, c'est que tout le monde a cru que c'était sur Andorre, la carcasse de l'étoile noire. Mm-hmm. Mais c'est faux. Ils le disent bien, c'est sur une des étoiles de Andorre. Et tout le monde a cru que c'était sur Andorre. Alors tout le monde dit, ah ben il y a plus les bois. Quand tu dis Andorre, c'est quoi, le petit pays qui entre l'Espagne et la France? C'est con, ça. Non, il y a plus le bois, il y a plus d'Ewok. Donc, alors que non, c'est pas la planète qu'il faut. Voilà. Parfait, ben voilà, c'était la fin de ce premier petit débrief spécial, le débrief des geeks spécial Star Wars épisode 9. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à réagir quand même sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube, là où vous pouvez retrouver ce petit podcast. Et voilà, on se revoit donc samedi 11, où on parlera, alors brièvement, pour pas reprendre tous les points de ce qu'on a parlé aujourd'hui, on parlera surtout de la saga en entier. Voilà, quels ont été nos tops, nos flops, et voilà, on va essayer de rendre hommage à cette saga qui a 42 ans apparemment, voilà. 42 ans, et on va essayer de faire de notre mieux pour le rendre hommage. Merci encore, merci les amis, et samedi. Un dernier petit mot, Ravi. Allez le voir si vous l'avez pas vu, et puis on vous attend très 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 nombreux samedi pour la suite. Une bonne soirée à vous, là, samedi. Et puis oui, allez le voir si vous avez envie de passer un très bon moment. Mais attendez pas trop non plus du résultat. Merci beaucoup les gars. Allez, bonne soirée à tous et à toutes. Bisous.